Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le Sans Filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Qu'à cela ne tienne, dans le Studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. Puis c'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@gmail.com. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Dom Plante. On est encore en mode confinement comme toute la population du Québec, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des sponsors. Dom, cette semaine? Cette semaine, le podcast est commencé encore une fois par Hangar 29, une boutique de linge qui ont plus de 50 boutiques au Québec, partout. Et au Nouveau-Brunswick également. Vous pouvez acheter, ces temps-ci, c'est le confinement, mais vous pouvez acheter votre linge en ligne sur leur plateforme, sur leur site hangar-29.ca. Ils ont du super beau stock, cette veste-ci, ce T-shirt-là. Puis pour vrai, les T-shirts basic, là, PH, là, je sais pas si tu as essayé, toi, tu as un T-shirt blanc. Là. Oui, j'ai un T-shirt blanc, puis c'est de la bombe. Moi, je trouve vraiment que c'est des bons basics. Vraiment, genre, puis même pas ça parce qu'on est commandité, mais je trouve que d'habitude, la coupe n'est pas parfaite. Là, la coupe est parfaite, puis la qualité est bonne. C'est vraiment le fun. Ouais. C'est vraiment ça, c'est un conseil fashion d'un gars qui est zéro fashion. Là. Mais avoir un bon basic, là, c'est le best. Avoir un bon basic, c'est le best. Avoir des bons basics avec juste une bonne coupe, là, ça fait la job. Tu n'as pas besoin d'avoir les affaires funky. Là. Juste avoir des bons... Moi, ce gros gilet-là, c'est un gros gilet Levi's. Oui, c'est pas un basic, c'est une marque, sauf que il reste un gros gilet noir. C'est très dans mon style. C'est toi, Dom, qui l'as choisi. Puis j'adore ce gros gilet-là. Je le porte constamment. Fait que, bref, également, la veste que je porte ici. Bref, Hangar 29, puis avec notre code promo SF15, vous allez avoir 15% de rabais sur vos achats en ligne. Ils vont vous envoyer ça, tout va bien aller. C'est une entreprise québécoise, donc on parle beaucoup d'achats locaux ce temps-ci. C'est l'occasion d'encourager une entreprise québécoise. Puis, c'est ça. Hangar 29, vous allez checker ça. Yes, puis une autre entreprise québécoise à encourager, c'est Vegan mais pas plate, c'est mon entreprise. On fait des plats surgelés durant la quarantaine, des plats surgelés qu'on livre chez vous. Donc, on a juste des bons commentaires pour l'instant. On a réussi à mettre en place un bon service de livraison. Puis les plats sont juste fucking bons. Fait que si vous voulez avoir des plats chez vous pour que ça peut dépanner, des fois, on ne sait pas trop quoi manger, on n'est pas allé à l'épicerie parce qu'en ce moment, c'est un peu un hustle d'aller à l'épicerie. Vegan mais pas plate au www.vmpp.ca. Puis vous allez pouvoir commander vos plats. On remet 25% des profits de cette entreprise-là, de ce service de livraison-là. On remet ça en plats surgelés aux professionnels de la santé pour favoriser leur bataille en ce moment aux lignes de front. Je sais que souvent, ils font des longues heures puis ils n'ont pas nécessairement le temps de manger, donc on leur offre ça en ce moment. Donc, allez voir ça, www.vmpp.ca. Sinon, on a un Patreon, là, Dom. Cette semaine, on fait un podcast Patreon, juste toi puis moi, où est-ce qu'on va uploader ça sur Patreon. Donc, si vous voulez plus de contenu, si vous voulez nous entendre parler, souvent sur Patreon, c'est là où est-ce que Dom puis moi, on déconne un petit peu plus, puis on parle de nos affaires à nous. Fait que si vous voulez savoir un petit peu plus sur nous et moins axé sur un invité, évidemment, c'est là que ça se passe. Il y a du contenu exclusif là-dessus. 3$ par mois. Le lien va être dans la description de la vidéo. Puis c'est ça, dans le fond. Continuez à nous écouter. Ça nous fait plaisir de partager cette période de crise avec vous autres. Puis... Cette semaine au podcast, on a reçu... Ah oui, c'est vrai. T'oubliais ça, toi, là. De l'invité. T'oubliais ça. On a reçu Catherine Fournier, qui est une députée à l'Assemblée nationale. C'est la plus jeune femme à avoir été élue à l'Assemblée nationale de l'histoire du Québec. Elle
Elle a 28 ans. Mhm. Et elle est vraiment c'est une députée qui est maintenant indépendante, elle était au PQ, elle a quitté. Maintenant, elle se dit députée indépendante, souverainiste, une femme impressionnante, brillante, une femme de tête, une femme de cœur. Vraiment une super belle conversation sur justement, premièrement, la crise, sur le Québec en général, sur la souveraineté, sur comment qu'on peut réformer, peut-être améliorer le système politique dans lequel on est. Super belle conversation que j'ai adorée, vraiment. Ouais, tout à fait. Ça nous a rejoint beaucoup. Fait que déjà, j'ai trop parlé. Je m'excuse pour ça. Sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute! Ouais, c'est parti. Merci, Catherine, d'être là, d'avoir accepté de venir sur notre podcast. Ça fait un bout que tu es sur notre liste d'invités, mais on attendait d'avoir un moment où est-ce que ça allait être... où est-ce que politiquement, on voulait avoir une discussion avec toi. Puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment, dans la situation actuelle, c'est vraiment une bonne occasion de parler de la société québécoise en ce moment. Fait que merci. Merci à vous de l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être là. Super. Ça ressemble à quoi la vie d'une députée là, en ce moment? C'est quoi ton quotidien? C'est tellement différent de ce qu'on peut vivre à l'habitude parce que moi, comme députée, je suis juste habituée d'habiter constamment entre deux endroits. Tu sais, je me promène constamment entre Longueuil et Québec. On fait la route à chaque semaine. Là, je pense que j'ai jamais été aussi stable physiquement depuis plusieurs années. Puis aussi, tu sais, notre vie, notre quotidien de député, c'est de rencontrer des gens. Tu sais, on a toujours en tête les fameuses poignées de main, tout ça. Puis c'est vrai, tu sais, on est habitué de courir à 100 000 à l'heure, être dans plein d'événements. Puis là, du jour au lendemain, ça a arrêté. Mais en même temps, on est tellement occupés parce que plus que jamais, en tout cas, moi, dans mon expérience de 3 ans comme députée, je n'ai jamais eu autant de demandes des citoyens. Donc, en même temps, on travaille extrêmement fort, mais c'est vraiment différent. C'est un peu comme tout le monde. On est comme chez nous, souvent même habillé bien relax, en pyjama à la limite. Puis on répond à toutes les demandes qu'on a via les réseaux sociaux, via les courriels et les téléphones, tout ça, mais c'est vraiment diamétralement opposé au quotidien qu'on a habituellement. J'ai vu que tu avais fait une tournée pour donner du désinfectant à ceux aux institutions qui en avaient besoin. Mais sinon, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour aider les gens? Parce que reste que tu ne peux pas rentrer en contact avec grand monde. Non, ça, c'est sûr. Le contact, c'est encore drôle parce qu'on est tellement présent sur les réseaux sociaux. Tu sais, je parle pour moi, mais c'est comme ça pour l'ensemble des 125 députés à l'Assemblée nationale du Québec. On est en contact avec les gens. Moi, j'ai plusieurs dizaines de personnes qui m'écrivent à chaque jour, que ce soit des citoyens qui ont des questions. Tu sais, ça peut être aussi bien que juste vraiment répondre, tu sais, donner la bonne information, rediriger les gens vers les ressources nécessaires. Tu sais, des gens, mettons, qui sont dans une situation financière précaire, qui n'ont pas les moyens, par exemple, d'aller faire l'épicerie, puis qui ne sont pas nécessairement des habitués, si on veut, des organismes communautaires, des banques alimentaires. Nous, on est les bonnes personnes pour les référer. Mais au-delà même des citoyens, on se fait contacter par beaucoup d'entreprises de nos circonscriptions, tu sais, des gens qui veulent avoir, oui, l'information gouvernementale, mais souvent ceux et celles qui vont tomber dans les cracks des différents programmes. Qui sont pas des situations spéciales auxquelles on n'a pas pensé. Puis nous, dans le fond, notre job après, c'est d'aller en parler soit au gouvernement, soit d'entrer en contact avec les différents ministères directement pour réussir à sensibiliser, dans le fond, les ministres à leurs problèmes puis à leur faire une place dans leur programme. Donc, c'est ça pour les citoyens, les entreprises, mais aussi les organismes. Tantôt, tu parlais du désinfectant. Moi, mettons, dans les premiers jours de la crise, j'ai beaucoup d'organismes communautaires qui m'ont contacté, que ce soit par téléphone ou encore par les réseaux sociaux, pour me dire justement qu'il y avait une réserve très limitée. Puis puisque là, tout le désinfectant, on le réserve au réseau de la santé, c'était impossible pour eux d'y avoir accès. Fait que là, le travail avec mon équipe, ça a été de contacter à peu près toutes les distilleries de la Montérégie pour savoir si eux pourraient pas mettre la main à la pâte pour aider justement à concevoir du désinfectant parce que les gens ne peuvent même pas en faire maison parce que tous les ingrédients qu'on a besoin pour créer du désinfectant, ils sont tous en rupture de stock dans les magasins. Fait que, c'est un peu anodin peut-être, mais c'est toutes ces démarches-là qu'on fait un peu
dans l'ombre pour essayer de mettre les gens en contact, de faire une espèce de médiation puis de s'assurer que l'aide se rende aux bons endroits. Fait que c'est super intéressant parce que ça fait de nous, les députés, des gens qui agissons en première ligne. Puis vraiment, on arrive à mettre les gens ensemble. Puis je dirais que c'est très gratifiant aussi de savoir que notre action puisse donner des aussi bons résultats. Ouais. C'est hot. Puis tu parles de distilleries qui se sont mis à faire du désinfectant. Moi, je trouve que c'est un des exemples parfaits de qu'est-ce qu'on voit en ce moment, je trouve. Tu sais, au Québec, moi, j'ai jamais été aussi fier d'être québécois que durant cette crise-là, tu sais, de la façon que tout le monde semble mettre l'épaule à la roue, là, tu sais, pour se sortir de ce truc-là. Puis beaucoup d'entreprises, comme tu parles, qui se réorientent justement ou qui veulent utiliser leur expertise pour s'aider. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça fait... si on se concentre là-dessus, je trouve que c'est du positif à tirer de l'avant, puis à tirer aussi pour la suite des choses, tu sais, pour continuer à avancer après ça, là. Tellement. Puis c'est fou, je trouve que la solidarité qu'on voit à l'œuvre présentement, elle fait juste boule de neige. C'est-à-dire que quand on voit des entreprises qui prennent des superbes initiatives comme les distilleries, justement, qui ont créé des nouvelles formules de désinfectants pour venir aider, mais là, il y a d'autres entreprises qui voient ça puis qui, elles aussi, ont le goût d'aider, tu sais. Ou bien les employés de certaines entreprises vont sensibiliser leurs employeurs pour dire « Hey, peut-être que nous, on pourrait contribuer de telle ou telle façon. » Je donne un exemple. Dans une épicerie, dans ma circonscription, il y a une dame qui travaille là. Elle a vu un peu qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que certaines entreprises avaient décidé de faire. Puis elle a demandé à son directeur si eux pourraient pas aussi mettre l'épaule à la roue. Puis son directeur a accepté. Puis il m'a contacté pour me demander de trouver 10 familles qui sont dans le besoin, difficultés financières en raison de la crise actuelle pour leur offrir une épicerie gratuitement. Tu sais, c'est juste des petits gestes comme ça qui montrent que je pense que la solidarité devient contagieuse parce qu'on voit les belles initiatives qui se font, puis tout le monde a le goût aussi de contribuer, pour ceux qui sont capables, ceux qui sont en bonne position, justement un peu comme les épiceries ou autres. Ben, c'est beau de voir que les gens saisissent leurs responsabilités aussi à cette espèce d'élan collectif dans lequel nous sommes présentement. Ben oui, puis on dirait que ça donne espoir, justement. Moi, j'étais un peu désillusionné, ou en tout cas, j'avais la vision qu'il n'y avait rien de plus important que le profit ou que l'argent ou que la question économique pour la majorité des gens, en tout cas pour les entreprises. Puis là, on a la preuve que plusieurs sont prêts à faire des sacrifices au plan économique si c'est pour aider un prochain ou si c'est pour vraiment des questions aussi importantes que la santé ou même de la vie ou la mort des gens. Là, fait que c'est pas juste une question de chiffres finalement. Il y a quand même une solidarité qui est plus forte que ça entre nous. T'sais. Clairement, parce que c'est sûr que ça coûte assez cher à ces entreprises-là. J'ai juste nommé quelques exemples, mais j'en ai plein. Juste moi, ici à Longueuil, j'imagine que c'est partout au Québec comme ça. Là, on le voit partout sur les réseaux sociaux. Mais il y a un coût justement pour ces entreprises-là, mais en même temps, elles mettent justement l'épaule à la roue. Puis c'est vraiment ça qui est beau à voir en ce moment. Tu parles juste si on recule un petit peu, là, quand tu parles du travail de député qui est souvent sur la route, là, on voit en ce moment dans les entreprises beaucoup de monde. Justement, j'écoutais hier à Tout le monde en parle, là, le gars qui est dans l'œil du dragon, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Non plus, mais le dragon. Qui expliquait qu'il était en train de revoir avec son entreprise le loyer de ses opérations parce qu'il se rend compte qu'en ce moment, par Zoom, comme ça, c'est vraiment plus efficace, puis tout le monde travaille aussi bien, tu sais. Est-ce que tu penses que ça, pour le métier de député, pour le travail de député, va être pas un game changer, mais va être quelque chose qui va être au moins remis en question? L'espèce de constant besoin d'aller à l'Assemblée nationale, constant besoin de revenir dans ta circonscription, puis tu sais, de faire ça à toutes les semaines? Je ne sais pas si pour le travail de député, ça va réellement changer parce que, bon, c'est sûr que ça peut être important qu'on se retrouve l'ensemble des députés pour les débats parlementaires plus classiques. Par contre, moi, je suis vraiment d'avis qu'on devrait utiliser cette crise-là pour justement avoir l'occasion de développer des nouveaux outils technologiques qui nous permettraient, par exemple, de faire, je sais pas, des commissions parlementaires justement par le biais de nouvelles technologies ou encore poser des questions par voie plus virtuelle ou
écrite, ce qui est déjà le cas, mais pas tellement mis de l'avant actuellement dans notre système un peu plus classique. Donc oui, ça peut être une belle occasion pour voir ce qui pourrait être possible de faire. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on va nécessairement changer du tout au tout. Puis c'est sûr que peut-être que pour le travail de député, ça complique un peu les choses. Mais par contre, comme tu l'as bien dit, dans plusieurs entreprises, je pense que ça va avoir fait une énorme différence. T'sais, non seulement les entreprises vont sauver quand même beaucoup d'argent s'ils décident justement de migrer en bonne partie vers le télétravail parce qu'il y aura des espaces de bureau moins grands à occuper, donc un loyer moins important aussi. Puis ça va tellement améliorer la qualité de vie des gens. Je lisais que s'il y avait seulement 20% des employés qui prenaient une journée par semaine en télétravail, ben déjà, on baisserait beaucoup la congestion routière, de un. Puis c'est sûr que, au niveau environnemental, ce serait vraiment génial aussi parce que ça aurait un effet vraiment direct sur la production de gaz à effet de serre parce qu'encore aujourd'hui au Québec, là, les transports, ça représente la très grande partie, dans le fond, de la pollution qu'on génère. Oui. Je suis certain qu'il y a plein d'habitudes qui sont prises en ce moment qui auront avantage puis qui vont être gardées, justement. Notamment ça, le télétravail, notamment surtout l'achat local, qu'on on en parle de plus en plus, c'est de plus en plus important et crucial de consommer local. Puis exact, juste plein d'habitudes comme ça, juste cette fierté-là aussi d'être québécois, l'entraide, tout ça, j'ai l'impression que c'est des valeurs qui vont peut-être être un petit peu plus présentes là, dans les prochains moments. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je suis vraiment d'accord. Je pense que tout le monde met du sien justement dans cette espèce d'élan collectif en ce moment. Puis on dirait, en tout cas pour notre génération, c'est peut-être la première fois qu'on vit quelque chose comme ça, où on sent vraiment que c'est la société, la collectivité qui doit passer d'abord et avant tout. On met tout en ce moment de côté certaines de nos libertés, veut pas, individuelles, pour, dans le fond, le bien-être de la société en général. Fait que je pense que ça nous fait beaucoup réfléchir sur ces valeurs-là. Moi aussi, en ce moment, je suis toujours fière d'être québécoise, mais en ce moment, particulièrement aussi, quand je vois tout ce qui se déploie, quand on voit aussi, par exemple, la semaine passée, on a vu par Google que les Québécois, on était comme les champions du respect des mesures de distanciation sociale. Je pense que ça témoigne aussi de cette solidarité qu'on a au Québec, de se dire, OK, ben, on va respecter. Oui, il n'y a rien qui est parfait, mais on voit que les gens coopèrent, les gens répondent aux consignes. Puis, d'après moi, c'est parce que, justement, on a le goût de se serrer les coudes, puis on a le goût que les mesures pour lesquelles on fait des sacrifices, ben ça fonctionne. C'est vraiment directement lié, je pense, à la solidarité qu'on a comme société. Ouais. Toi qui es une souverainiste convaincue, penses-tu que cette crise-là, cet événement-là peut raviver un peu cette flamme-là Je vais sauter sur la question pour te la rediriger ensuite, Catherine. Moi, je suis souverainiste depuis longtemps. Puis ça a comme disparu un petit peu en moi parce que je trouvais que c'était plus une question qui m'apparaissait comme étant urgente, qui m'apparaissait comme étant nécessaire dans les dernières années. Par contre, on a reçu Jean-Martin Hossan sur le podcast. Puis après une conversation avec lui, c'est là que ma flamme bleue a été réactivée un petit peu. Puis tout ça pour culminer jusqu'à maintenant, où est-ce que dans une crise comme celle-là, on aurait aimé avoir le complet contrôle, de notre situation, qu'on aurait aimé que le gouvernement qui fait une job extraordinaire, je trouve, on pourra en reparler tout à l'heure, moi je trouve que c'est une gestion de crise irréprochable, mais qu'on aurait aimé avoir le contrôle complet, Puis j'ai l'impression que ça relance, à mon avis, l'urgence de la question nationaliste. Bien, évidemment, je suis totalement d'accord avec toi. Je comprends ton cheminement. Puis effectivement, c'est vrai que la crise, en ce moment, met en exergue, dans le fond, la nécessité pour le Québec d'être pleinement en détention de l'ensemble de ses moyens. On a vu justement que notre gouvernement au Québec a été très réactif au début.
puis a été parmi les premiers États, dans le fond, à se poser comme véritable leader pour freiner la propagation du virus. Mais en même temps, même si on a très bien agi, c'est vrai qu'on n'avait pas l'ensemble de nos moyens. Fait que, tu sais, moi, comme souverainiste, ce que ça me dit, c'est qu'on a encore moins de raisons d'avoir un complexe par rapport au Québec. Tu sais, on est tout à fait capable de se gérer nous-mêmes, puis c'est même important qu'on puisse avoir tous ces moyens-là parce qu'on aurait pu agir encore plus rapidement, tu sais, que ce soit, oui, il y a toute la question des frontières, bien sûr, mais aussi quand on parle de programmes d'aide, on aurait pu avoir des programmes, oui, c'est bien, mais tu sais, on est toujours un peu en train de dédoubler les choses. Tu sais, on aurait pu avoir une gestion peut-être plus concertée, d'avoir des réponses plus rapides pour les citoyens, tu sais, même si somme toute ça a bien été. Mais je crois qu'au-delà de ces petites mesures-là, ce que ça dit vraiment, la crise, c'est à quel point on a un État québécois qui est solide. Tu sais, oui, on a le gouvernement, on a M. Legault, on a l'ensemble des ministres qui font, je suis d'accord avec toi, une excellente job, mais en même temps, il y a toutes ces équipes de fonctionnaires derrière, tu sais, qui sont tellement bien formés puis dont on doit être fier. Tu sais, l'État, on est souvent prompt à chialer contre les fonctionnaires, mais il faut dire que c'est toute l'équipe, justement, des fonctionnaires qui agissent derrière nos gouvernements, qui sont en place, qui sont réactifs, qui nous permettent d'avoir une aussi bonne réponse à la crise. Puis donc, effectivement, je pense que c'est encore une fois la preuve comme quoi le Québec aurait vraiment tout à gérer lui-même. Puis comme Québécois, on est capable, on voit qu'on s'identifie aussi qu'il y a beaucoup de fierté québécoise en ce moment. Puis j'espère évidemment, comme souverainiste, c'est sûr que ça va pouvoir se matérialiser. Je me permets de rêver que ça puisse perdurer après la crise. J'espère. Je pense qu'il faut quand même aussi relativiser en se disant que, tu sais, oui, Legault fait un excellent travail, puis ça, tout le monde en convient. N'empêche que, puis on a critiqué beaucoup Trudeau au début de la crise, qui n'a pas réagi assez rapidement, tout ça. N'empêche que les conséquences puis les décisions sont beaucoup plus larges au niveau fédéral, tu sais, parce qu'une décision ou une action, là, c'est comment on l'applique sur l'ensemble du pays, puis tout ça. Tandis que le travail de Legault reste plus un travail de beaucoup de communication, de transparence, d'information. Donc, en même temps, je comprends cette fierté-là, mais j'ai un petit malaise quand on compare les deux parce que les implications des deux paliers sont quand même pas les mêmes. Là, Mais en même temps, c'est encore drôle parce que le gouvernement du Québec a quand même dû gérer tout ce qui est confinement, donc tout ce qui est restriction des libertés individuelles. C'est quand même pas si simple que ça. Oui, c'est le domaine de la santé, oui, c'est les services sociaux, la santé publique, tout ça, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça peut paraître. Moi, je suis pas d'accord pour dire qu'il y a vraiment un gros niveau de différence entre les deux. Puis au contraire, c'est pas parce que c'était des compétences, par exemple, qui relevaient du gouvernement du Canada que justement, on n'aurait pas été mieux de les gérer ici au Québec. Puis je pense que justement, le fait d'être un plus petit pays, parce que c'est vrai que le Canada a des réalités très différentes, mais le fait d'être un plus petit pays, ça nous permet une plus grande agilité aussi. Depuis plusieurs années, on est beaucoup porté à glorifier un peu les grands États, mais moi, je pense que les petites nations, comme le Québec, au contraire, on aurait plus d'agilité, puis on peut mieux se revirer, on peut plus s'adapter rapidement parce que justement, on a une réalité qui nous est propre. Donc, même si le Québec était un pays dans ce cas-là, oui, il y aurait des enjeux importants à gérer, comme par exemple les relations internationales, les relations avec les États-Unis, dans le cas qui nous occupe présentement, surtout la relation avec M. Trump. Mais justement, avec l'agilité d'un petit pays, je pense que ça nous permettrait d'avoir une meilleure réponse et plus rapidement. Moi, j'ai l'impression que dans ce cas-ci, tu sais, puis là, c'est sûr qu'on parle d'une situation jamais vue, puis on parle d'un problème qui peut-être réarrivera jamais, du moins de notre vivant, tu sais. Mais j'ai l'impression que dans des situations comme ça, justement, l'avantage d'avoir un gouvernement plus facilement malléable ou qui peut plus facilement s'adapter aurait eu un gros impact. Si on considère, par exemple, quand, juste pour la question des frontières, là, si au moment où est-ce que toutes les mesures avaient été prises au Québec, les frontières du Québec auraient été fermées pour des vols provenant de l'étranger, mettons, je pense que c'est 3-4 jours là, de différence entre la fermeture des frontières fédérales
pour les voyages, les vols de l'étranger. Puis après ça, entre ça puis les mesures qui ont été prises au Québec, là, mais 4 jours dans ça, le nombre de personnes qui débarquent ici, j'ai vraiment l'impression que ça leur aurait fait un impact majeur, cette espèce de fenêtre de 4 jours-là. Là. On parle d'un virus qui se transmet tellement rapidement à tellement de personnes que ces 4 jours-là, j'ai l'impression qu'on aurait pu vraiment faire un changement. T'sais. Mais que là, c'est comme 4 jours d'ouverture de frontières qui ont été là dans une espèce de flou, de comment on regarde comment ça avance, puis on se trompe pas trop parce que les répercussions sont trop grandes économiquement, alors qu'ici, on avait déjà annoncé beaucoup de mesures qui allaient de l'avant. Je pense que c'est 4 jours qui étaient quand même clés, là, qui n'ont pas été atteints. Non, clairement. Puis ça faisait 4 jours, justement, que François Legault demandait à Justin Trudeau de procéder de cette façon-là. Puis il y a aussi toutes les consignes qui étaient envoyées aux douanes canadiennes, que ce soit les voies terrestres ou les voies aux aéroports. On a eu beaucoup de témoignages, par exemple, des filles qui revenaient d'Italie, je pense 4-5 jours avant que le confinement soit imposé, qui disaient qu'elles n'avaient eu aucune information sur le coronavirus, sauf de se faire demander si elles revenaient d'Italie puis de faire attention à leur santé, grosso modo. Et ça aussi, c'est des directives qu'on aurait pu envoyer bien avant. Puis on sentait vraiment un décalage au début. Aujourd'hui, c'est corrigé, mais au début, on sentait vraiment le décalage entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans la prise au sérieux, peut-être, de la crise qui est en cours. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant, justement, quand on le regarde justement sous cet angle-là de souveraineté, parce que là, on a un exemple concret, tangible de comment ça aurait pu être différent si on était un pays, tandis que ça nous donne vraiment un argument finalement concret et solide, tandis que j'ai l'impression que dans le discours souverainiste, en tout cas depuis longtemps, puis je pense que tu vas être d'accord avec ça, c'est qu'il y a un peu une absence d'argument où on évite, on hésite ou on veut pas trop en parler parce qu'on est un petit peu gêné. Puis c'est comme on veut faire la souveraineté, mais on nous explique jamais vraiment la raison derrière ça. C'est quoi l'avantage? C'est quoi les avantages? Tu sais? Puis justement, PH parlait de Jean-Martin Hassan tantôt. Moi, justement, un peu mon éveil souverainiste a été à travers ce gars-là. À l'époque, j'étais à l'université, puis c'était un petit peu dans le temps de la crise étudiante, justement. Puis, mais lui, chaque fois qu'il parlait, il donnait des arguments concrets, hyper pragmatiques, avec des chiffres. Puis voici les avantages à être souverain. T'sais. Puis on dirait que c'est comme une révélation. C'était comme si, OK, non, c'est pas juste une affaire de cœur et de fierté. Oui, c'est important, cette fierté-là. Mais c'est pas juste avec l'émotion que tu vas gagner les gens. C'est aussi avec des arguments pragmatiques, avec des chiffres. Le gars, c'est un économiste aussi. Puis là, justement, cette situation-là nous ramène un petit peu le concret de tout ça. Tu sais. Mais je trouve ça dommage, justement, que jamais, dans le discours public, sinon, on entend des arguments en faveur de la souveraineté. C'est con, mais c'est ça. Non, tu as raison. Il y a comme une espèce de gêne qui s'est installée dans le mouvement souverainiste. Je pense que Jean-Martin, justement, l'a bien expliqué. Puis moi aussi, moi, j'étais au cégep dans le temps qu'il a créé Option nationale. Puis je regardais aussi ses vidéos sur YouTube. Je pense qu'il a réussi à rallier beaucoup de jeunes de notre génération, justement, avec ses arguments plus pragmatiques. Puis c'est vrai que ça manque beaucoup dans le discours souverainiste en général. Mais Dom te dit le bon mot, le mot concret. Parce que c'est encore beau de dire des arguments comme ça, de se faire des beaux discours entre personnes qui sont convaincues. C'est souvent ça qu'on voit malheureusement dans le mouvement. Mais c'est dur d'aller rejoindre de nouvelles personnes avec ce genre de discours-là. Moi, je pense que ce qui manque beaucoup aussi dans le mouvement souverainiste, c'est de l'action. Dans le fond, comment transformer des arguments en situation réelle. Puis là, c'est sûr que des fois, il y a des contextes aussi qui arrivent, comme là, en ce moment, la crise, qui viennent vraiment comme mettre beaucoup plus concret, dans le fond, les arguments des souverainistes. Il y a aussi une question de contexte dans tout ça, mais c'est clair qu'il faut qu'il y ait un plus grand leadership qui soit pris. Mm-hmm. Ça, j'ai l'impression que, peut-être que naïvement, mais j'ai l'impression que ça va survivre à la crise. Moi, j'écoute les points de presse de Legault à tous les après-midi. Là. Puis, là, je pense 2 jours, c'était quasiment un point de presse souverainiste, là, tu sais, c'était genre, c'était quasiment la main sur le cœur devant le drapeau, là, tu sais, c'était ouais. Vraiment, tu sais, puis j'ai pas du tout été élu avec ça, qui planait dans sa campagne, mais là, c'est comme, on sent qu'il y a une espèce de ralliement derrière
notre premier ministre, là, tu sais, puis c'est ça. C'était quand même touchant comme témoignage, tu sais, puis c'était inattendu surtout, là. Je me rappelle plus c'était quand, je pense que c'était il y a 2 jours, là. T'as raison, je pense que c'était vendredi, mais moi aussi, je me disais, genre, donc, il manque juste la déclaration d'indépendance, puis on y est. Ouais, c'est ça. T'as tellement raison, mais tu sais, Legault, dans le fond, ça te fait penser un peu à toi. Tantôt, tu disais que ta flamme souverainiste était un peu en dormance. Ben, tu sais, François Legault, avant, c'était un grand souverainiste aussi, puis c'était parmi les plus même pressés qu'on les appelait au Parti québécois. Lui, en tout cas, il a semblé mettre ça de côté. Là, bon, il apparaît très, très nationaliste, justement, dans ses points de presse, comme tu dis. Maintenant, j'ai bien hâte de voir la suite. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup au sein de son gouvernement qui partagent le même avis, mais bon, il y en a sûrement qui diffèrent malheureusement, mais qui sait où ça peut nous mener. Ouais, c'est ça. Il faut juste que s'il y a un nouveau mouvement, s'il y a une nouvelle vague de souveraineté souverainiste, ça ne peut pas être la même vision, les mêmes arguments que c'était en 80 ou en 95, parce que le Québec n'est pas pareil. Puis, il faut que ce soit un mouvement qui inclut tout le monde. T'sais. Parce que de plus en plus, le Québec est métissé, puis ça va l'être de plus en plus. Puis si quelqu'un qui n'est pas blanc, francophone, ne se sent pas interpellé par ce projet-là, ça ne se fera jamais. Il faut que ça transcende ça, absolument. Ah, je suis tellement d'accord. 100%. Comment est-ce que... excuse-moi, je ne voulais pas te couper. C'est avec Zoom, ça puis la difficulté... Puis là, en ce moment... Oui, c'est ça. Mais alors, en ce moment, j'ai l'impression que des fois, quand on parle de souveraineté au 21e siècle, on fait des rapprochements avec soit des groupes, des fois d'extrême droite, ou des fois en Europe, justement, les mouvements nationalistes, c'est beaucoup plus la droite, justement, un petit peu plus, comme en France avec Le Pen, etc. Mais ici, ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été même l'inverse. Souvent, la souveraineté, les partis souverainistes comme les PQ, c'était vraiment plus la gauche. QS, c'est la gauche. Mais n'empêche qu'il y a un peu ce rapprochement-là qui est, j'ai l'impression, de plus en plus fait entre le mot souveraineté, nationalisme, puis ces idéologies-là. Puis justement, comment qu'on défait ça, puis comment qu'on promouvoit la souveraineté sans se faire traiter de xénophobe ou de ci, de ça, tu sais. Mais c'est clair que tu as raison. C'est sûr qu'on a beaucoup d'influence de l'Europe où le mot nationalisme ne veut pas dire la même chose qu'au Québec. Il faut toujours se rappeler que le nationalisme, quand on est une nation minoritaire, c'est différent nécessairement de par sa nature. Le nationalisme, quand tu es déjà un pays affirmé, c'est autre chose, à mon sens. Donc déjà là, il y a une grande différence. En ce moment, le Québec, on est vraiment un îlot francophone en Amérique du Nord, puis on est minoritaire, évidemment, au sein du Canada. Maintenant, comment en parler, justement, de façon beaucoup plus positive? Moi, je pense qu'il faut avoir un discours différent, comme tu le disais tantôt, des années 80, des années 90. Un discours, oui, très inclusif, parce que le Québec a changé même depuis ces années-là. Je pense qu'il faut que ça s'entende, je pense qu'il faut que ça se voit, aussi dans nos actions. Parce que souvent, on entend trop souvent, mettons, dans le mouvement, des gens dire « Ah oui, il faut inclure tout le monde. » OK, mais qu'est-ce que tu fais pour ça? T'sais, est-ce qu'on va vraiment essayer de convaincre, justement, ou d'aller parler du projet d'indépendance à des gens de différentes origines? On en parle souvent, mais on le fait trop peu. Et ça, c'est un exemple. Il n'y a pas vraiment ce contact-là qui est établi, en tout cas dans plusieurs milieux. Et puis, je crois qu'on doit miser beaucoup, justement. En ce moment, on parle de la crise. Et tantôt, je disais à quel point ça mettait en lumière la confiance qu'on peut avoir dans notre État québécois, puis la solidarité, l'entraide qui nous anime. Mais ça, c'est des valeurs qui sont positives. Fait que miser sur la confiance, miser sur l'ambition aussi. Je pense qu'on est capable de faire... on peut réaliser nos plus grandes aspirations au Québec, puis les Québécois se démarquent à l'échelle internationale. Et je suis convaincue qu'on peut avoir une influence positive partout dans le monde. Là, avec la COVID-19, on a vraiment été des leaders. Il y a des gens sûrement qui se sont inspirés du Québec ailleurs dans le monde, dans d'autres pays, pour voir qu'est-ce qu'on faisait de bien. Puis ça, imaginons que le Québec puisse être à l'Organisation mondiale de la santé ou dans d'autres instances de l'ONU, pour partager vraiment qu'est-ce qui se fait de bien chez nous, puis de pouvoir inspirer à beaucoup plus grande échelle les autres pays du monde. Là, en ce moment, on parle beaucoup du virus, mais bientôt, si on revient à la normale, il va y avoir toute la question de l'environnement qui va reprendre sa place aussi. Puis encore là, le Québec peut jouer un rôle qui est important.
Donc, je pense que c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on se représente aussi, non pas seulement ici chez nous, mais dans le monde, puis l'influence qu'on est capable d'exercer. Ça, c'est un super point de... Tu sais, souvent, on a l'espèce d'idée que ce soit pour les changements climatiques ou pour la gestion de la crise actuelle, tu sais, on se dit à nous autres, peu importe ce qu'on fait, même si on le fait super bien, ça n'aura pas des impacts planétaires. Tu sais, justement, on en parlait, je pense, c'est encore une fois dans le podcast avec Jean-Martin, où est-ce qu'on se disait, tu sais, pour l'environnement, par exemple, là, même si nous, demain matin, on réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 50%, on est vraiment marginal dans l'émission de gaz à effet de serre globale, tu sais. Mais le point que tu amènes en ce moment, de dire, oui, mais on peut devenir un exemple à suivre, tu sais. On peut devenir un exemple à suivre pour ces choses-là, puis ça, s'il y a de quoi être fier, puis il y a de quoi chercher de la motivation dans cette histoire-là, tu sais. Un exemple à suivre sur l'intégration des gens qui arrivent ici, tu sais, l'exemple à suivre dans la place des femmes, l'exemple à suivre dans toutes ces choses-là, puis je pense que ça rend tout plus concret, on dirait, que de dire, ah, mais là, moi, je roule en voiture électrique, mais en Chine, il pollue. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut que tu le vois. Là, t'sais. Exactement, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut partager justement les bonnes pratiques du Québec et être sûr qu'elles puissent avoir le rayonnement qu'elles méritent partout à travers le monde. On fait tellement souvent référence aux pays scandinaves, par exemple. C'est la Finlande, la Norvège, la Suède, pour toutes sortes de choses. Mais on oublie souvent que ces pays-là sont à peu près grands comme le Québec en termes de population. En fait, on a des superficies beaucoup plus grandes que les pays scandinaves. Mais tu sais, on a toujours tendance, on dirait parfois, à se diminuer, à dire que le Québec, on est trop petit. Ben, au contraire, il y a des pays qui réussissent de façon extraordinaire, comme les pays scandinaves, qui réussissent à avoir une influence positive et durable sur les autres pays du monde. Moi, je suis convaincue que le Québec peut être un pays scandinave en Amérique du Nord, puis avoir justement cette influence-là, mais pour autant qu'on se donne les moyens de l'avoir. Je trouve ça intéressant aussi. Tantôt, on parlait de diversité culturelle. Mais tu sais, en ce moment, il y a une espèce d'uniformisation du monde aussi avec la culture américaine qui prend énormément de place. Je pense que l'affirmation du Québec, ça viendrait faire un peu un pied de nez à ça aussi, dans le sens que c'est tellement important de promouvoir les différents bagages culturels à travers le monde. C'est ça qui fait la richesse, la beauté de notre monde. C'est pour ça qu'on aime voyager, puis que là, on est frustré un peu d'en être privé avec la crise qu'on vit actuellement. Mais il faut aussi le réaliser. Puis, tu sais, le fait qu'on soit une société francophone en Amérique, c'est pas rien non plus, puis ça va nous apporter plusieurs avantages. Comme en ce moment, au niveau économique, il y a l'Afrique qui est en pleine expansion, mais en Afrique, il y a énormément de pays francophones. Donc, il faut réaliser que d'être un pays francophone en Amérique du Nord, ça nous donnerait un avantage stratégique super important quand vient le temps de faire des affaires, par exemple, avec l'Afrique, puis de faire en sorte que nos entreprises québécoises puissent profiter justement, puis qu'on puisse avoir des échanges avec ces nouveaux marchés. Mais je trouve ça intéressant aussi comme argument parce que souvent, justement, le souverainisme ou le fait de vouloir devenir un pays, c'est des fois perçu comme un repli sur soi ou comme un, justement, on veut conserver nos affaires, mais tandis que là, c'est complètement l'inverse. C'est le contraire d'un repli sur soi. Ça va nous permettre de mieux rayonner à l'international puis de mieux aussi avoir une influence positive sur l'international. Fait que je trouve ça super intéressant, cette optique-là. Ouais, vraiment. Puis quand on parle des différentes cultures au Québec, puis comment qu'on pourrait embrasser cette diversité culturelle-là, est-ce que tu crois qu'il y a une espèce de scindage dans le mouvement souverainiste avec des gens de la plus vieille école un petit peu qui, eux, j'imagine, sans lancer les mots racistes dans les airs, mais qui sont beaucoup plus axés sur rester le peuple québécois, blanc, francophone, puis justement, tu sais, fermer les frontières? Ben, j'ose croire que c'est peut-être motivé par une espèce de déception que ces gens-là ont eue. Puis je m'explique. Tu sais, moi, mettons, ça fait 10 ans à peu près que je m'implique au sein du mouvement souverainiste, mais j'ai rencontré tellement
de gens qui, eux, sont là depuis des années et des années, depuis les tout débuts, dans les années 60, par exemple, puis qui ont essayé justement dans leur militantisme, qui ont vu certains politiciens de l'époque essayer de faire des liens avec des communautés de différentes origines, puis ça n'avait pas fonctionné à l'époque. Fait que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs souverainistes de longue date qui sont un peu déçus puis peut-être désillusionnés par les résultats que le mouvement a pu avoir dans ses premières années, que ce soit au référendum de 80 ou même de 95. Mais moi, j'ai l'impression que les choses ont changé depuis ce temps-là, puis que c'est pas vrai qu'on doit se résigner. Tu sais, c'est sûr que c'est plus difficile de convaincre quelqu'un, tu sais, qui vient juste d'arriver au Québec, tu sais, qui a un processus d'immigration par le gouvernement du Canada. C'est sûr que cette personne-là va avoir un attachement nécessairement envers le Canada qui l'a accueilli. Donc, déjà en partant, ça va prendre plus de temps à peut-être établir un dialogue avec la personne sur la question de l'indépendance du Québec. Mais en même temps, il faut qu'on le prenne, ce temps-là. Puis le phénomène, j'ai l'impression qui est à l'œuvre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, des gens plus âgés surtout au sein du mouvement. Puis je pense pas que c'est quelque chose, tu sais, je leur en veux pas nécessairement parce que je pense qu'ils pensent que ça vaut pas la peine. Puis je pense que la nouvelle génération, justement, dans le mouvement, doit au contraire faire la preuve que c'est possible. Puis je suis convaincue que c'est possible parce que j'étudie beaucoup qu'est-ce qui se passe en Écosse, notamment. Puis en Écosse aussi, il y a un mouvement souverainiste qui est fort. Puis eux, ils ont réussi dans les dernières années à convaincre une grande partie des nouveaux Écossais, si on veut, à adhérer au projet d'indépendance parce qu'ils ont vraiment réussi à établir des liens de confiance. Tu sais, ici, on a souvent l'image au Québec comme quoi c'est juste les libéraux qui sont en lien avec les communautés immigrantes, tout ça. Puis dans un sens, c'est pas si faux que ça. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de leaders de communautés à Montréal, notamment, puis qui m'ont dit que c'était juste à peu près les libéraux qui allaient à leurs événements ou qui entretenaient des liens de confiance avec ces personnes-là. Puis je pense que quand on a un projet politique, ça devrait être la base de la confiance, c'est le dialogue. Fait avant d'aller te vendre un projet politique comme l'indépendance, il faut que je puisse avoir une base de confiance avec toi. Puis c'est ça le travail qui a peut-être trop peu été fait dans les dernières années au sein du mouvement souverainiste. Parce que moi, je pense qu'il y a une belle réceptivité de la part des gens de toutes les origines au projet d'indépendance, mais encore faut-il qu'on fasse le lien et qu'on les fasse sentir partie prenante du projet autant que les gens qui sont nés ici au Québec. Il faut aussi qu'il y ait un avantage concret pour eux. Il faut qu'on leur donne les arguments de dire Québec, concrètement, ça va vous apporter ci ou ça. Parce que si juste te faire dire mais le Québec, c'est beau, puis Félix Leclerc, il écrit des beaux textes, c'est pas assez pour que quelqu'un, du jour au lendemain, veuille faire un pays. Il faut vraiment que je pense qu'il y ait quelque chose de très tangible là-dedans. Là, non, c'est clair, mais aussi, si je peux me permettre, de juste tendre la main comme ça puis de montrer que le pays, il sera pas construit juste par les Québécois de souche française, mais que c'est aussi une invitation à participer à cette construction-là. C'est quand même pas rien de faire naître un pays, peu pas. Puis je pense que justement, si tout le monde pouvait sentir, peu importe ses origines, qu'il y a un rôle à jouer dans cette démarche-là, déjà, on aurait vraiment avancé. Puis je pense aussi, pour revenir sur le point des vieux souverainistes, si on veut, des souverainistes de première génération, là, si on veut, je pense que il y a un besoin de réactualiser puis de re-questionner les motifs derrière ça. Parce que ces souverainistes-là ont la mémoire d'un peuple québécois qui est opprimé, qui est une minorité, qui a peu de moyens, peu de ressources, puis la majorité, ceux qui avaient le pouvoir et la richesse, c'était plus les anglophones à certaines époques au Québec. Puis c'est plus ça. Je veux dire, on est un peuple quand même qui s'épanouit, qui va bien, qui est beau, fait que c'est plus cette même dynamique-là. Là, on n'est plus la raison pour laquelle on fait l'indépendance, ça peut pas être juste de s'affranchir et de s'affirmer, parce qu'on le fait déjà. On le fait déjà, ça, finalement. Non, au contraire, comme tu dis, maintenant, c'est plus que ça. Le Québec, on est déjà, on rayonne déjà, mais je pense que c'est juste d'aller plus loin encore. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le mot ambition quand on parle d'indépendance, parce que c'est juste de pouvoir avoir tous les outils pour atteindre notre plein potentiel. On se réalise déjà bien, mais on pourrait en faire encore mieux, puis aller encore plus loin.
Mhm. C'est ça l'affaire. Ça, c'est un autre point aussi. Quand qu'on pense à des. Tu sais, par exemple, reprenons l'exemple de la COVID-19 en ce moment, tu sais, où est-ce que euh, si on se compare aux autres endroits dans le monde, on fait ça les meilleurs, tu sais, au monde, là. Mais en ce moment, est-ce que c'est assez de se dire ça, tu sais? Est-ce que c'est assez de se dire on est les meilleurs au monde ou est-ce qu'il faut se comparer à ce qu'on pourrait être, tu sais? Puis je pense que dans le cas de la question d'indépendantisme, je pense que c'est capital. Tu sais, c'est pas de se dire ah, mais là, c'est correct. Tu sais, on est correct. Là. Si on se compare, on est bien ici. Là, tu sais. Mais c'est de dire ouais, mais compare-toi pas au reste du monde, compare-toi à qu'est-ce que ça pourrait être. Puis c'est là que c'est là justement pour faire le pont entre les deux points, de dire ça prend du concret pour être capable d'imaginer ça. Tu sais. Surtout pour des gens comme ça qui arrivent ici, que c'est déjà 1000 fois mieux que dans leur pays natal, tu sais. C'est déjà... Comme ils arrivent ici, puis c'est le rêve canadien, tu sais, c'est super, là. Puis je suis d'accord, j'habite ici, je trouve ça super, vivre au Québec, tu sais. Sauf que justement, d'avoir du concret puis de pouvoir dire, hey, ça, si tu trouves ça super, imagine comment ça pourrait l'être encore plus, tu sais. Puis c'est là que ces deux idées-là, j'ai l'impression, viennent se rejoindre, puis de l'espèce d'appartenance mixée avec du concret qui fait un argument extrêmement pesant, je trouve. Totalement, je pense que tu l'as très, très bien résumé. Changeons un petit peu de sujet. En ce moment, on est dans une situation où est-ce que... changeons de sujet, pas tant que ça, mais où est-ce qu'on se retourne beaucoup vers, dans la dernière semaine peut-être, là, où est-ce qu'il y a une espèce de mouvement de consommons local. Puis, j'ai l'impression que ça, si cette idée-là réussit à survivre à la COVID-19, c'est un pas majeur pour le Québec en général. Qu'est-ce qui sont, selon toi, les prochaines étapes dans une économie qui renaît là, à partir de la consommation locale, à partir du Québec? Comment qu'on relance le Québec une fois que ça c'est passé? Là? C'est clair, l'achat local, c'est tellement fondamental. T'sais, on ne réalise pas à quel point nos choix comme consommateurs, ils ont des répercussions sur notre économie ici, sur les gens qui ont des entreprises. Et le fait, s'il y a vraiment un mouvement, non seulement qui dure à l'heure actuelle, parce qu'on en voit déjà les effets. Là, ce matin, je disais que les producteurs maraîchers, donc nos agriculteurs, reçoivent énormément de demandes pour des légumes produits au Québec. C'est tellement une bonne nouvelle. On voyait c'est déjà, ça vient d'arriver, là, tu sais. Oui, c'est ça, mais on voyait qu'il y avait un engouement depuis quelques années, mais on dirait d'avoir pendant plusieurs jours, premièrement notre premier ministre qui lance cet appel-là. On a vu à chaque fois qu'il a fait des appels à la solidarité, il y a tellement de gens qui écoutent les points de presse que tout de suite les gens ont réagi, que ce soit pour Emma Québec, que ce soit pour le bénévolat. À chaque fois, les sites web ont carrément explosé. C'est la même chose pour l'initiative Le Panier Bleu. Puis j'espère vraiment que ça puisse se poursuivre. Si on voit les entrepreneurs qui disent qu'ils ont une augmentation des achats en ligne pour les gens qui ont pu déjà avoir des boutiques pour leur commerce. Fait que c'est une bonne nouvelle. Puis ça va devoir passer par là, je pense, d'abord et avant tout, la relance économique du Québec. Pour que ça aille mieux ici, on peut compter sur nous-mêmes. C'est pas les autres pays qui vont faire en sorte que notre économie va être relancée. Je pense que c'est vraiment nos choix comme consommateurs. On parle des entrepreneurs, oui, mais il y a aussi nos artistes en ce moment qui vont nécessairement avec l'annulation de tous les spectacles, ça sera pas facile pour eux dans les semaines à venir. Fait que, j'ai vu des initiatives lancées comme la lecture bleue ou musique bleue pour encourager les gens à acheter de la musique de nos créateurs. Mais il va falloir que ça perdure dans le temps aussi parce qu'il y aura pas... Les gouvernements auront beau injecter tout l'argent qu'ils veulent, mais si on ne suit pas comme consommateur, ça ne réussira pas à repartir. C'est quand on parle également de tous les restaurateurs. Il y en a peut-être de 25 à 30 % qui sont menacés de fermer actuellement. Fait que c'est tout le monde
dans les mois à venir, on s'engageait justement à aller encourager ces commerces-là, à aller au restaurant, pour ceux qui le peuvent, évidemment, acheter des cartes cadeaux, faire en sorte que l'économie d'ici roule. Mais je pense que ça va montrer que cette solidarité-là est capable de perdurer au-delà de la crise. Ça va, sans aucun doute, être positif pour l'avenir, puis pas juste pour l'économie. Ça va jouer tellement un grand rôle pour les défis environnementaux, par exemple. Tu sais, le fait de commander tout le temps des choses qui sont faites à l'extérieur, qui doivent passer par plusieurs pays, qui doivent prendre l'avion, ou pire, traverser sur des containers, sur des bateaux. Il y a tellement une empreinte écologique qui est forte à notre façon de consommer en ce moment que juste le fait de pouvoir ramener au moins une partie de ce qu'on consomme au Québec, même si c'est pas nécessairement un produit qui est fait à 100% au Québec, ben déjà, si c'est fait à 50% ici, hey, la différence, elle est énorme. Puis encore une fois, c'est comme on parlait tantôt pour les déplacements. Si on faisait seulement consommer, je sais pas, 20% de plus québécois, ben on diminuerait, encore une fois, de façon très importante, les gaz à effet de serre qu'on produit au quotidien. Mm-hmm. J'ai vraiment l'impression justement que les achats en ligne, c'est le nerf de la guerre parce que c'est de plus en plus la façon normale finalement de consommer maintenant. Puis justement, hier, PH, tu parlais des deux entrepreneurs qui sont allés à Tout le monde en parle, puis la femme, elle disait, sur 5 $ investis en ligne, mis en ligne sur des achats par des Québécois, il y en a 4 sur 5 qui sortent du pays, qui vont aux États-Unis la plupart du temps. T'sais. Donc, c'est quand même aberrant quand on pense à ça. C'est débile. C'est que l'Internet, c'est comme si ça aspirait justement les ressources du Québec pour les injecter dans des multinationales puis dans des grandes compagnies américaines. C'est absolument aberrant. Puis justement, ces deux entrepreneurs-là, ils ont un peu annoncé un genre de plateforme un peu compétitive au panier bleu, mais ce qui est à mon sens une bonne chose, qu'il y ait une saine compétition entre deux plateformes. Plus on peut acheter local, mieux c'est, peu importe. Puis tu sais, la plus à point puis la plus user-friendly, comme on dit, gagnera. Là. Mais justement, là, c'est le fun, ça a créé ça. Puis moi, j'ai l'impression que c'est des bonnes habitudes qui vont rester. Mais justement, la crise, en même temps, d'un côté, nous fait voir qu'est-ce qui est beau, justement, de la société québécoise, nos bons coups, mais ça nous fait aussi réaliser des genres d'aberrations comme ça, tu sais, qui existent, puis qu'on fait que non, ça peut pas continuer d'être comme ça, puis c'est là qu'on s'en rend compte. Puis là, j'ai un autre exemple en tête. Justement, tu sais, exemple, les salaires de certains employés essentiels, comme les préposés aux bénéficiaires. C'est comme là, débile, ça prenait ça pour qu'on se rende compte que ça n'a absolument aucun sens, les salaires qu'ils font, tu sais. Puis c'est comme, oups, tu sais, mais c'est pas une job facile maintenant, mais ça n'a jamais été une job facile, tu sais. Ça a toujours été sous-payé, puis c'est comme, OK, ben là, les yeux sont tournés là-dessus, on s'en rend compte, puis il faut que ça change. Tu sais. Puis aujourd'hui, le gars, dans son point de presse, justement, l'a dit qu'il fallait que ça change. Tu sais. Non, je pense qu'il y a des moments de crise comme ça met la lumière sur peut-être des éléments de notre société dont on se préoccupe peut-être moins dans notre quotidien. Puis on dirait que l'urgence de la situation vient créer aussi une réponse beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait eu dans la vie normale, si on veut. Tu sais, par exemple, les préposés aux bénéficiaires, ça fait tellement longtemps qu'on dit au Québec qu'ils ne sont pas assez payés, qu'on en a besoin de plus, que par exemple, dans nos CHSLD, il manque de personnel. Mais tu sais, on dirait qu'on répète ça à travers les mois, les années, puis au final, il n'y a pas grand-chose qui change. Puis là, il y a une crise comme celle-ci qui vient vraiment montrer à quel point ça va mal, tu sais, ça vient mettre vraiment la lumière là-dessus. Puis là, on dirait que ça va influencer des changements beaucoup plus rapides que s'il n'y avait pas eu cette crise-là. Tu sais, c'est la même chose pour l'achat local, comme je disais tantôt avec PH. Tu sais, il y a de l'engouement, on le voit depuis plusieurs années, mais là, on crée une accélération du phénomène. Mm-hmm. Puis tant mieux, tu sais, moi je me dis, si on peut essayer de capter les éléments de positif dans la crise négative qu'on vit en ce moment, ben on va en ressortir plus fort comme société. Exact. Ça me fait penser aussi un sketch que Florence Lompré avait mis en ligne, tu sais, puis c'était comme des parents, justement, qui sont à la maison avec leur enfant, puis ils sont comme, juste paraphrase, là, mais tu sais, on prenait toujours notre enfant, on pensait qu'il était parfait, puis on prenait toujours sa défense avec les professeurs, mais monsieur, madame, les professeurs, on s'excuse, tu sais. parce que justement, tu sais, être à la maison tout le temps, on se rend compte du travail que c'est
éduquer puis s'occuper d'un enfant à la journée longue, là, tu sais. Mhm. Fait que Je pense que ça me fait réaliser qu'on prenait beaucoup de choses pour acquises avant. Exactement, ouais, vraiment. Une autre affaire aussi que j'ai l'impression... Est-ce que vous entendez ça ou c'est juste dans mes écouteurs? Quoi, ça? OK, parfait. Excellent. Une autre affaire qui va probablement changer. Puis hier, je textais avec Yannick de Martineau parce qu'on écoute la même émission en ce moment puis on trouve ça drôle. Mais j'ai demandé, tu sais, toi, de quoi ça a l'air, tu sais, ton futur rapproché, tu sais. Puis là, lui, il me disait, ben, tu sais, je viens d'acheter une maison, puis là, je viens d'acheter, je sais pas si c'est une maison, mais peu importe, j'ai plus de show, tu sais, j'ai plus de revenus, j'ai plus aucune façon de savoir combien je vais pouvoir faire. Est-ce que je vais refaire comme je faisais avant ou non, tu sais, puis suite à quoi, on a continué à parler un petit peu, puis moi, je me suis dit, en ce moment, les gens réalisent réellement ce qui leur manque le plus. Tu sais, moi, ce qui me manque, c'est pas d'aller dans un centre d'achat acheter au H&M des t-shirts. Là. Moi, en ce moment, ce qui me manque le plus, c'est d'aller dans un bon resto, d'aller voir un spectacle, puis d'avoir des expériences culturelles ici, tu sais. Ce qui me manque, c'est pas la consommation. Ce qui me manque, c'est pas ces affaires-là. Ce qui me manque, c'est vraiment l'expérience humaine. Puis ça, je crois que les gens vont sûrement se rendre compte de ça. Puis notre conversation a conclu en disant j'ai l'impression que c'est ça qui va restarter. Tu sais, le plus vite. J'ai l'impression que quand on va pouvoir dire OK, go, là, le monde va faire hey, tu sais-tu quoi, je me suis vraiment ennuyé d'aller voir un spectacle. Je me suis vraiment ennuyé d'aller voir un show d'humour. Je me suis vraiment ennuyé d'aller manger dans un restaurant. Puis ça, j'ai l'impression que ça va donner un bon petit coup, là. J'ai l'impression que les gens, l'argent qu'ils vont avoir de supplémentaire dans leur vie va aller dans ces choses-là. C'est clair. Je pense que ça nous fait revenir à l'essentiel, dans le fond. Je pense l'expérience humaine. Puis ça aussi, je pense qu'on va être plus prompt à mettre notre argent aussi dans ce qu'on voit qui fait une différence. C'est justement entre aller acheter un t-shirt au H&M ou d'encourager justement un artiste ou de passer du temps avec les personnes qu'on aime autour d'un bon repas. Je pense qu'on va plus réaliser la valeur peut-être des gestes qu'on avait l'habitude de poser au quotidien. Exact. Puis tu l'as dit aussi, je pense que ce qui manque à beaucoup de gens, c'est de voir physiquement les gens qu'on aime. Là, on se fait des soupers, des 5 à 7 Zoom, on fait tout ça avec nos amis, avec nos proches, avec nos familles. Mais quand on va enfin pouvoir les prendre dans nos bras et les voir pour vrai, je pense qu'on va aussi l'apprécier 2 fois plus. Puis grand-papa, dans sa résidence, que tu n'allais pas visiter trop souvent, le fait de ne pas pouvoir aller le visiter, tu vas peut-être réaliser que tu aurais peut-être dû y aller quand tu pouvais, puis tu vas peut-être y aller après aussi. Mm-hmm. C'est clair, parce que on parle beaucoup des CHSLD, puis on peut pas aller les visiter, tout ça, mais on sait qu'avant, les personnes âgées vivaient aussi de l'isolement. Fait que, est-ce que la crise en ce moment, ça va justement nous faire réaliser que, dans le fond, c'est peut-être pas si difficile, puis à quel point c'est important aussi, puis de trouver aussi des façons, peut-être technologiques ou en tout cas d'autres moyens de briser cet isolement-là ou de créer des liens entre nous auxquels on n'avait pas pensé auparavant. C'est peut-être quelque chose de bien aussi qui va ressortir de tout ça. Ouais. Hier, à Pâques, ma soeur a fait une cabane à sucre dans sa cour où est-ce que ma mère est allée, ma famille habite à Québec, ma mère est allée se parquer avec son chum au bout de la rue. Puis là, ils sont venus à pied, puis là, il était comme à une distance d'à peu près 10 mètres. Puis là, ils nous ont appelés, les autres membres de la famille qui sont pas à Québec, puis ils nous ont mis sur Zoom. Puis là, on faisait comme moi, j'étais avec mes crêpes, chez nous, dans mon appart à Montréal. Ouais. Puis là, on faisait une genre de cabane à sucre pour Pâques par Zoom, là. Ça, effectivement, c'est le genre d'affaire que tu prends pour acquis, mais que tu réalises pas jusqu'à temps que tu l'aies plus, là, tu sais. Toi, t'en as fait... Vas-y, excuse-moi. Non, c'est bon, vas-y. J'allais dire, nous autres, on s'est fait un souper, justement, samedi soir de Pâques, tu sais, puis ma mère a fait livrer du Saint-Hubert chez tout le monde, puis finalement, on a passé 2h30 sur Zoom, puis je suis là, même dans la vraie vie, on passe pas 2h30 à table. Mon père, après 45 minutes, il monte en haut, puis il va se coucher sur le divan, tu sais. Fait que je suis comme, on dirait que le fait de
justement, la difficulté nous rend justement à l'apprécier plus. Puis là, on s'est jasé pendant 2h30, ce qu'on faisait jamais. Je trouve ça quand même drôle. Non, c'est vrai, on dirait qu'on a encore plus besoin de contact. Exact. Sur un point de vue de carrière, qu'est-ce qui est dans ton futur? Qu'est-ce qui est dans tes cartes? Qu'est-ce qui est dans tes objectifs, dans ce que tu veux faire? Ben, grande question. Moi, c'est sûr que depuis 1 an, ma vie a quand même relativement changé comme députée parce que je suis maintenant indépendante à l'Assemblée nationale, souverainiste indépendante. Mais tu sais, très important de le préciser. Mais tu sais, dans mon quotidien de députée en circonscription, tu sais, auprès de mes citoyens, ça change rien. Je dirais que ça change plus dans le travail parlementaire. C'est sûr que c'est moi qui prends maintenant les initiatives de ce que je fais. J'ai pas de ligne de parti à suivre. Fait que ça, c'est super intéressant. Tu sais, ça m'amène beaucoup à réfléchir justement sur la place de la partisanerie en politique. Tu sais, le fait que quand, en ce moment, on n'en voit pas, tu sais, c'est bien parce que dans le moment de la crise, on dirait que tout le monde est soudé ensemble. Puis les gens travaillent dans l'intérêt, tu sais, plus grand des Québécois, peu importe nos différences. Mais la crise aussi, ça me fait dire que ça devrait un peu toujours être comme ça. Tu sais, mon point, c'est pas de dire qu'il ne devrait pas avoir d'opposition au gouvernement et qu'on ne devrait pas poser des questions. Au contraire. Mais il y a une façon de le faire. Puis, en ce moment, depuis le début, justement, de tout ce qui se passe avec le coronavirus, les députés, au lieu de faire une espèce de show pour tenter de descendre le gouvernement, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe moins bien, disons-le, ben, je trouve que les gens sont beaucoup plus constructifs maintenant. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, en tout cas, j'ai l'impression que la politique, ça devrait être beaucoup plus comme ça. Que ça devrait être plus respectueux, que ça devrait être plus constructif. Fait que le fait de voir cette différence, non seulement mon expérience comme députée indépendante, mais là, de voir comment l'ensemble des députés agissent depuis le début de la crise, ça me fait beaucoup réfléchir justement sur le futur de nos institutions, de nos parlements. Fait que moi, je te dirais que, tu sais, quel est mon avenir personnel à moi, Catherine Fournier, comme députée? Je sais pas, tu sais, les prochaines élections sont dans un bon petit bout encore, 2 ans, 2 ans et demi. Est-ce que je vais me représenter ou pas? Je verrai. Mais je trouve que de ma position, mon objectif, c'est de contribuer justement à cette réflexion-là sur notre système politique, de 1, puis de 2, évidemment, que mon objectif politique, c'est évidemment, comme on en a bien parlé tantôt, l'indépendance du Québec. Fait que j'ai hâte de voir si tous les effets qu'on sent en ce moment vont se poursuivre. Moi, avec quelques collaborateurs, on a fondé une organisation qui s'appelle Ambition Québec. Puis en fait, on devait lancer nos activités là, au mois de mars avec un conseil d'administration puis tout ça. On est un peu sur pause, oui, comme le reste du Québec. Mais on réussit à faire justement des rencontres par Zoom. Je pense qu'on change nos moyens puis on garde nos idées en réserve pour quand les activités vont reprendre de plus belle. Tu as aussi écrit un livre justement qui résume un peu ta pensée puis ton cheminement puis aussi les étapes amenées qui s'appelle justement Ambition Québec que j'ai lu d'ailleurs. Puis mais 2 questions par rapport à ça. Est-ce que depuis que tu es indépendante, tu sens que tu as plus de poids, plus d'influence à l'Assemblée nationale puis dans ton travail ou l'inverse? Puis deuxième question, est-ce que tu penses que le modèle politique, comment il est organisé en ce moment, comment il fonctionne avec des partis qui ont une pensée assez unique, puis qu'il ne faut pas trop déroger justement de la ligne, puis ça, est-ce que cette organisation-là, comment elle est faite, est problématique, puis comment on peut la changer? Ce serait quoi un bon modèle de politique, de démocratie? Mais je vais commencer par ta deuxième question parce que je trouve ça vraiment fondamental. Tu sais, comment ça fonctionne en ce moment à l'Assemblée nationale ou tu sais, dans les parlements de sociétés occidentales en général? Tu sais, tu as le parti au pouvoir, qui est au gouvernement, puis tu as les oppositions. Puis le jeu des oppositions, c'est toujours de faire mal paraître le gouvernement pour l'opposition, pour que l'opposition puisse mieux paraître, puis comme gagner des points politiques, puis espérer qu'aux prochaines élections, on ressorte gagnant. Fait que, tu sais, c'est jamais à l'avantage d'un parti dans l'opposition de dire que le gouvernement a bien fait,
parce que plus l'opinion publique change puis est insatisfaite, par exemple, du gouvernement, ben plus que le parti d'opposition a des chances d'avoir le pouvoir aux prochaines élections. Fait que, tu sais, c'est une logique super malsaine parce que ça amène à ce que, par exemple, quand le gouvernement présente, je sais pas, un projet de loi ou soumet une idée, ben comme député dans l'opposition, tu sais, je blâme pas tant les gens qui sont là parce que c'est le système qui est fait de même. Tu sais, sincèrement, moi aussi, là, j'ai déjà joué dans ce jeu-là quand j'étais au Parti québécois. Puis c'est un peu un moule dans lequel tu es obligé de te conformer, si on veut, même s'il y a différents degrés. Mais donc, tu es obligé de dire, OK, ben là, si le gouvernement propose telle affaire, toi, ton rôle, c'est de trouver un peu la petite faille qu'il y a dans ce que le gouvernement propose. Puis là, d'essayer de grossir ça, d'attirer l'attention des médias, puis de faire en sorte que ce soit perçu comme très, très grave. Alors que parfois, c'est peut-être moins grave que l'image qu'on veut donner. Puis ce serait aussi possible de faire changer, par exemple, la décision du gouvernement avec une approche différente. T'sais, en allant voir le ministre différemment, en travaillant en commission parlementaire pour améliorer les choses. T'sais, on n'est pas toujours obligé de faire un show avec ça, mais malheureusement, c'est souvent ça que font les partis parce que pour capter l'attention des médias puis aussi pour pouvoir se positionner plus favorablement pour les prochaines élections. Puis il y a aussi quelque chose de néfaste quand on veut toujours chercher comme parti politique à être élu ou réélu aux prochaines élections, c'est qu'on est très peu porté à penser à long terme. Hein, parce que tu veux toujours réussir à avoir le meilleur résultat possible pour dans 4 ans ou moins, parce que nos cycles électoraux durent 4 ans. Puis il n'y a pas non plus de limite dans les mandats. Fait que quelqu'un peut être élu, un gouvernement ou même un député peut être élu sans arrêt. Il y a des députés qui sont là 30, 40 ans. Parfois moins, bien sûr, mais je veux dire, il n'y a pas d'incitatif tant que ça à penser au long terme. En fait, c'est souvent négatif pour les partis parce que, tu sais, encore une fois, je reviens à la crise actuelle. Mettons que nos gouvernements auraient investi beaucoup pour du matériel médical. Bien là, ça aurait coûté cher, puis on aurait eu moins d'argent pour d'autres choses. Puis là, les gens se seraient dit, bien, pourquoi tu investis dans du matériel médical alors qu'il n'y a pas de crise? Mais au final, aujourd'hui, on en manque. Donc, cette espèce de manque de prise de visibilité parce que tu veux investir l'argent que tu as pour qu'il y ait des résultats maintenant, pour que les gens le sentent, pour que tu puisses gagner des points politiques pour la prochaine élection. Mais là, on s'entend que c'est pas simple là, comme changement, mais je trouve qu'il faut qu'on repense le système politique pour justement se sortir un peu de ces logiques malsaines. Deux choses qui me sont apparues quand tu parlais. La première, c'est juste dans ce que tu viens de dire, si on fait juste reculer un petit peu avec la fameuse austérité du gouvernement de Philippe Couillard, qui a été critiquée vraiment grandement, puis la minute que le gouvernement de la CAQ prend le pouvoir, là, c'est comme « Hey, voici nos budgets, puis on a bien trop d'argent. » Genre, fait que là, puis tout le monde fait comme « Ah, la CAQ, tu sais, ils ont de l'argent dans les coffres. » Ouais, mais cet argent-là, elle a été accumulé au détriment du Parti libéral, tu sais. Parce que c'était leur argent. Fait que les autres, ils ont pris une décision pas populaire qui peut-être, je sais pas si c'est ça qui aura coûté l'élection, puis sûrement pas juste ça, mais une décision pas populaire qui bénéficie au gouvernement qui vient après. Mais ça arrive pas. Ça arrive pas dans le système qu'on a actuellement. Puis c'est somme toute honorable d'avoir pris une décision impopulaire qui bénéficie au Québec, tu sais. Fait que pour tout le blâme qu'on peut porter au Parti libéral du Québec, ça, ce n'est pas un, à mon avis, tu sais, d'avoir pris un coup pour la suite des choses. Parce que ça aurait pu être fait différemment, sans aucun doute. Oui, mais tout à fait. Mais en fait, le Parti libéral, je pense qu'ils se sont fait prendre à leur propre jeu avec l'austérité. Parce que leur stratégie, c'était de couper beaucoup pendant 2 ans, puis ensuite d'investir énormément les 2 années suivantes. C'est ça qu'ils ont fait, mais nous, on oublie un peu les 2 dernières années, on s'en rappelle pas, on se souvient des coupes. Mais dans le fond, ils se sont fait prendre à leur propre jeu, puis ils étaient aussi convaincus qu'ils seraient réélus. Fait que pour eux, il y avait le beau jeu de couper pendant 2 ans, de dire, ben, à la fin, on va donner des cadeaux électoraux. T'sais, on s'en souvient pas, mais ils ont investi un peu partout en vitesse avant les élections, pensant que ça leur permettrait de gagner,
Puis après ça, à l'autre mandat, d'être capable d'investir énormément. Fait que, tu sais, c'est un peu les il aurait dû investir dans une épicerie à plus que 75 $. Oui, en effet, je pense que il aurait dû en mettre plus dans son épicerie. Ouais. Mais tu sais, maintenant, je dis pas qu'il y a des solutions faciles pour se sortir de ça. T'sais, on s'entend que ce modèle-là, c'est pas mal le modèle qu'il y a un peu partout dans les sociétés occidentales en général. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on diminue ça. C'est tout ce phénomène-là de la ligne de parti. Je pense qu'il faut qu'on redonne plus d'indépendance aux députés. Puis, tu sais, il y a des endroits dans le monde qui fonctionnent de façon totalement différente aux nôtres. Tantôt, je parlais des pays scandinaves. Ben, la Finlande, c'est souvent des coalitions, justement, qui vont gouverner le pays. Fait que, tu sais, il y a moins de gouvernements majoritaires. C'est plus des alliances entre différents partis. Et dans le gouvernement, il y a des gens de plusieurs partis différents. C'est bon, je parle de la Finlande, mais c'est comme ça dans plusieurs pays européens. Fait que ça, c'est intéressant. Sinon, il y a d'autres modèles, même ici au Canada, si on prend les territoires du Nord-Ouest, eux, ils ont un gouvernement qu'on appelle un gouvernement de consensus. Fait que là-bas, il n'y a pas de parti. Les gens sont élus, les députés sont élus dans leur circonscription selon le programme qu'ils proposent pour les gens de leur comté. Puis une fois que tous les députés sont élus, entre eux, ils vont voter un dirigeant de gouvernement puis les ministres. Fait que, tu sais, ça fonctionne vraiment par collaboration. Je dis pas que demain matin, ça devrait être ça au Québec, mais je pense qu'il y a beaucoup de modèles desquels on peut certainement s'inspirer pour avoir un meilleur système. J'aime beaucoup l'idée que tu lançais du fait qu'il n'y a pas de limite au mandat que tu peux avoir en tant que député. Ça, c'est sûr que ça priorise pas la mise de l'avant du futur, tu sais. Mais ça serait une bonne option. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu amènes comme point, de dire « Hey, vous avez un mandat, faites le mieux pour le Québec durant ce mandat-là. » C'est pas le mieux pour vous, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas le revoir. Tout à fait. À la limite 2, tu sais, aux États-Unis, le président, il y a une limite de 2 mandats, mais c'est pas le cas pour les députés. Mais il me semble que ce serait intéressant, tu sais, de l'analyser. Est-ce que ça pourrait avoir une influence positive? Tu sais, moi, je me dis, un moment donné, quand tu as été député après 10 ou 12 ans, il me semble que tu peux peut-être passer la POC à quelqu'un d'autre. Si tu avais un projet à réaliser, ben, tu as contribué. Puis à un moment donné, tu sais, ça forcerait un renouvellement. Puis je pense que ça forcerait aussi les gens à penser à plus long terme, parce que de toute manière, il n'y aurait pas possibilité d'être constamment réélu. Tu sais. C'est super intéressant, vraiment. C'est une belle façon de voir ça. Moi, j'ai une question. Je pense qu'on pense toujours que c'est comme si on ne pouvait rien changer. Tu sais, j'ai l'impression qu'on baisse souvent les bras en disant ben, c'est de même que ça marche. Puis, tu sais, après, par exemple, là, dans la crise actuelle, j'entends souvent des commentateurs dire ah ben là, c'est le fun. On voit beaucoup de collaboration entre les députés, entre les partis. Mais après ça, ben, ça va retourner comme avant. Puis c'est correct. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je trouve qu'on est beaucoup... on pense que c'est comme ça que ça marche, puis comme si on ne pouvait rien changer, on dirait que je refuse de penser qu'on ne puisse pas avoir du changement. Ça c'est l'idéalisme de la jeunesse. Peut-être que à 50-60 ans, tu vas être complètement désabusé. Puis non, je sais pas, je niaise, là. Mais sinon, tu sais, toi, ton rêve de faire l'indépendance, là, tu sais, clairement, tu ne crois plus en Parti québécois pour être le véhicule de ce projet-là. Puis c'est pour ça que tu l'as quitté, justement. Puis j'ai l'impression que tu rêves d'une espèce de collaboration, de coalition entre les souverainistes de tous les partis, que ce soit du PQ, de QS, même de la CAQ. Il y a eu énormément de souverainistes de la CAQ. Comment ça peut s'organiser, ça? Comment ça peut se manifester concrètement? Est-ce que ça serait par un nouveau parti politique ou ça serait quelque chose qui transcende ça? Ben, je pense que ça va devoir passer par quelque chose qui transcende ça. Je pense, bon, il y a encore le Parti québécois, je l'ai quitté, mais je veux dire, il existe toujours. Puis il y a des gens, puis les gens qui y croient sont très légitimes d'y croire aussi. Là. C'est que moi, je me sentais pas sincère avec moi-même de continuer comme ça. D'autant que je suis tellement tannée des chicanes, justement, qui existent entre les souverainistes. Et moi, j'apprécie beaucoup le travail aussi de gens à Québec solidaire. J'apprécie de leurs idées. Puis je suis tannée de voir que dans le mouvement, malheureusement, on se voit toujours comme étant des compétiteurs.
encore une fois, ça ramène aux fameux cycles électoraux. Puis je pense que comme souverainiste, c'est de ces cycles-là qu'on doit sortir. Fait que j'ai l'impression que ça va passer par quelque chose qui transcende justement les partis, qui va... moi, je le vois un peu comme une espèce de coalition éventuellement, une coalition électorale qui pourrait non pas faire en sorte de fusionner le PQ puis QS, parce que je pense pas que c'est une avenue qui est possible. Ça a déjà un peu été essayé avec des alliances électorales, mais il y a des gens, il y a des souverainistes qui se voient pas dans le PQ, qui se voient pas dans le QS, à la limite qui se voient pas dans la CAQ non plus, si jamais on aurait la CAQ de notre côté. Comme toi, de toute évidence. Oui, non, c'est ça, exactement. Mais moi, mon objectif, c'est que ça fonctionne, c'est qu'il y ait une coalition qui puisse marcher. Il y a déjà des organisations qui existent comme les organisations unies pour l'indépendance, les Oui Québec, qui font de la concertation entre les partis politiques. Mais personnellement, j'ai aucune confiance dans les partis politiques pour nous mener à cette espèce de coalition-là parce que, le PQ et QS, comme je disais, ils ont déjà essayé de s'entendre puis ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est aussi beaucoup parce que les partis priorisent leur intérêt à eux. Ils veulent faire le meilleur score aux élections. Fait que, ils ne sont pas portés à se dire « Ah, on va se partager le Québec, on va se partager des circonscriptions. » Ben non, eux, ils pensent qu'eux-mêmes, tout seuls, ils vont être capables de faire le meilleur résultat possible, ce qui n'est pas le cas. Fait que là, moi, ce que je pense, c'est que ça va devoir partir de la base. Il y a beaucoup de souverainistes au Québec, il y a beaucoup de gens qui sont engagés pour cette idée-là, mais je pense que c'est eux qui doivent mettre de la pression sur les partis et non pas attendre que les partis eux-mêmes finissent par se bouger. Que ce soit en mettant de la pression sur les partis ou en créant justement l'espace politique pour qu'il puisse y avoir ce genre de coalition-là qui s'installe. Je pense que c'est le seul moyen d'y arriver. Ça va peut-être prendre plus de temps, mais je pense que si on réessaie les anciennes méthodes qui n'ont pas fonctionné, on va arriver aussi au même résultat. Je serais curieux de savoir la proportion de députés qui sont souverainistes à l'Assemblée nationale, parce que j'ai l'impression que ça doit être un gros chiffre, peut-être même une majorité. Là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais si tu comptes le PQ, j'imagine tous les députés du PQ sont souverainistes. À QS, une bonne proportion, puis à la CAQ, une bonne proportion aussi. Finalement, si tous ces gens-là votaient demain matin sur un projet de loi ou sur une idée de référendum, de quoi que ce soit par rapport à l'indépendance, puis que les gens ne suivaient pas nécessairement la ligne du parti, mais votaient avec leur cœur, il y aurait des choses qui passeraient, tu sais. Et tu as tellement raison. C'est vrai. Je suis convaincue que oui, parce que je suis convaincue que la majorité des députés de la CAQ... Oups. Oh, ça a bugué. Mais il y a plein d'autres gens qui, sont en politique pour d'autres raisons, mais qui, au fond d'eux, sont pas du tout contre cette idée-là. Puis même, j'ai déjà eu des discussions impromptues avec certains députés. Je leur demandais si tu avais à voter en faveur de l'indépendance. Mais, si tu avais à voter oui ou non, qu'est-ce que tu voterais? Puis souvent, ces personnes-là, ces députés-là en question m'ont répondu, ben oui, je voterais oui, mais je m'impliquerais pas pour ça, mais je voterais oui. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme ça pour beaucoup de Québécois, en fait, aujourd'hui. Il n'y a plus tant la peur autour de l'indépendance. Les gens sont moins farouchement contre. C'est juste qu'ils ne sont pas tant pour non plus. Fait personnellement, j'ai l'impression que le plus difficile pour le mouvement, ça va être d'arriver à se rendre au moment où est-ce qu'on va se reposer la question collectivement. Parce que si on se repose la question, je suis très, très confiante, moi, qu'on gagnerait et qu'on aurait une majorité de Québécois. Mais maintenant, ce qui est plus difficile, c'est de se rendre à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la question, c'est comment se rendre là. Comment se rendre où est-ce que les gens ont juste à parler avec un oui ou un non, tu sais. Exact. Comment on peut se rendre là? Le plus facile, ce serait comme Dom a dit, si demain matin on retourne à l'Assemblée nationale puis que François Legault donne le mot d'ordre, que même pas sans ligne de parti, mais dit juste, regarde, on va enclencher cette démarche-là. C'est sûr qu'on a la majorité. Moi aussi, je suis pas mal convaincue de notre côté. Donc, qui sait? Qui sait? En tout cas, c'est optimiste. J'aime ça. J'aime penser comme ça. Puis, encore une fois, pour faire un cercle complet avec le début de la discussion, j'ai, de mon vivant, jamais été aussi fier qu'en ce moment de Québécois. Puis j'espère, en fait, pas j'espère, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le cas.
de beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment. Merci infiniment de nous avoir accordé ton temps. Ben, merci à vous, vraiment. C'était une super discussion. Où est-ce qu'on peut te suivre, j'imagine? Sur les réseaux sociaux, dans le fond, je suis très, très active sur Facebook principalement, mais aussi Instagram et Twitter. J'ai vu que tu avais posté des tartelettes portugaises. Oui, moi, je suis les recommandations du docteur Arruda à la lettre. J'ai aussi vu sur ton Instagram que tu as dit aux gens de ne pas faire comme toi quand tu avais 6 ans et pas te couper les cheveux toi-même. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas une bonne idée. Je vous recommande d'attendre que les coiffeurs soient ouverts à nouveau. Moi, j'ai tenté l'expérience hier. Est-ce que tu veux voir le résultat? Oui. C'est vraiment... Regarde, là, c'est pas super, mais je vais me tourner, OK? Puis là, c'est dégueulasse, mais là, je trouve ça drôle, fait que je l'ai gardé comme ça. T'as fait ça toi-même? Oh, man! Bon, fait que toi, t'as pas suivi mes conseils, c'est ça? Non, mais j'ai vu ton post après, j'aurais dû regarder. Mais maintenant, tout le monde à la maison seront bien avertis. Ouais, si vous voulez pas avoir l'air de dame, prenez ça au sérieux. Sinon, il y a la mode de se raser, je pense beaucoup ces temps-ci. Ça se peut que j'aille là, pour vrai, j'y pense beaucoup. Ah ouais, OK. Cool. All right, merci beaucoup. Hey, merci à vous. Bye.